Bonjour mon général, ou plutôt rebonjour. Bonjour, oui. Donc, en guise de transition, après ce que vous nous avez raconté la semaine dernière, on va donc repartir un petit peu dans le Golfe, puisque ça a été quand même un moment un petit peu clé, en particulier pour l'aviation, et que suite à cette aventure, finalement, beaucoup de transformations ont été envisagées dans l'armée de l'air, ce qui était un peu nécessaire, il faut bien le dire. Et ces transformations, vous les avez quand même vécues, au moins au début, au CIRPAER. Alors, que pouvez-vous nous dire un petit peu des conséquences qu'on a tirées de la guerre du Golfe au niveau aérien? Alors je crois que le principal défaut qu'on a trouvé dans l'emploi des forces sur un théâtre comme le Golfe contre Saddam Hussein, c'est on va dire le manque de travail en commun entre les différentes armées. Je crois que ça a été un peu le début de l'interarmisation au sens propre. Ça a été une des premières choses, ça c'est mon sentiment en tout cas. Une chose qui a été en tout cas et que j'ai vécu là-bas, c'est notamment qui a été un petit peu les conséquences de la première mission qui a été faite par mes camarades du 2-11 le 17 janvier. Des informations concernant le renseignement sur l'adversaire ne passaient pas à tous les niveaux. Ils passaient mal. Et il y a eu donc après la création de la direction du renseignement militaire, c'est un peu les conséquences de cela. Parce que on s'est aperçu que, notamment pour être très précis, cette fameuse mission du 17 janvier de nos camarades du 2-11 Vosges, ils sont passés sur un PC de division dont ils n'avaient pas connaissance. Et on a eu beaucoup de chance puisque, je l'ai dit, sur les 12 avions qui ont effectué la mission, il y en a quand même 4 qui ont été touchés et 2 qui sont rentrés sur un moteur, dont un, le capitaine Hummel, qui a son A91 Yankee Golf. Donc il a eu la chance puisqu'il avait cet avion avec mes initiales, mais ce A91, il a pris un missile dans le moteur droit, il a eu de la chance qu'il n'explose pas, autrement il ne serait pas là pour le dire. Bon, il y a aussi le capitaine Mang qui s'est pris un obus de calache entre les deux épaisseurs du casque. Bon, bref, pour cette mission-là, ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont eu beaucoup de chance. Et quand le camarade Hummel, accompagné du camarade de Bonafou, de la 7e escadre Bonafou, c'était un de mes pilotes de la 7e escadre, ils se sont posés tous les deux sur la première base qu'ils ont pu atteindre hors le territoire ennemi, c'est-à-dire sur la base américaine, je crois que c'était à Dubaï. Les Américains, quand ils ont vu l'avion de Hummel, ils ont dit ils ont regardé ça, ils n'en revenaient pas qu'il ait réussi d'abord à rentrer, à se poser. Et puis quand ils ont demandé les cartes aux pilotes de leur montrer par où ils étaient passés, ils ont dit mais les Français, vous êtes fous là, vous êtes fous. Et en fait c'était tout simplement, l'information elle existait, nos services de renseignement avaient l'information de la position de ce PC de division, mais il n'était pas arrivé aux unités aériennes. Donc voilà, donc tout ça a conduit à la création de la DRM. C'est un des éléments, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais ça c'en est un. Et puis donc ensuite le travail en interarmée, c'est lié, hein, le fait que le deuxième bureau de l'armée de l'air n'ait pas les bons renseignements parce que le bureau de renseignement de l'armée de terre n'avait pas donné, enfin voilà, tout ça c'est un peu tout ça les conséquences, et donc il y a eu cette réforme après la guerre du Golfe. Bon, ça a conduit aussi, alors ça c'est un petit peu, j'allais dire, on n'a pas attendu la guerre du Golfe pour ça, mais on s'est aperçu notamment que le Jaguar il était un petit peu à bout de souffle. Ceci dit, soyons quand même clairs, les Jaguars que j'ai eu l'honneur d'emmener dans le Golfe en octobre 1990, c'était les plus récents, hein, mis à part une exception, l'avion prototype, mais le A1, mais tous les autres c'était des avions qui étaient tous, pour la plus grande majorité, qui étaient tous équipés laser, qui étaient tous, et que pour la grande majorité pouvaient tirer des AS-30. Donc c'était des avions qui avaient 10 ans d'âge, et pour un avion, 10 ans d'âge, c'est le tiers de sa vie. Donc c'était pas des vieux avions. Malgré tout, l'équipement de ces avions-là, il y avait quand même des équipements dont ils ne disposaient pas
ce qui a créé d'ailleurs une polémique. Je me souviens un voyage avec le CIRPAER quelques temps après. On accompagnait donc des gens, de nos relais d'opinion dans les différentes armées, et le temps du voyage, il y avait un préfet de je ne sais plus où qui m'a dit: mais mon colonel, dites-moi, comment se fait-il que dans le Golfe, nos Jaguars n'étaient pas capables de tirer de nuit ? Parce que c'était le message qui était passé. Et ce message, malheureusement, il était passé parce que les gens qui l'avaient présenté, ça c'était encore un défaut du système, le responsable de la communication des armées était un officier de l'armée de terre, un officier général de l'armée de terre, le patron du CIRPA de l'armée de l'air, dont j'ai été le second pendant 3 mois, le colonel Roland, lui le Jaguar il le connaissait parfaitement. C'était certes pas un pilote, mais il avait été officier de marque du Jaguar. Donc le Jaguar il savait très bien qu'il pouvait tirer de nuit. La seule chose qui n'a pas été bien dite, c'est qu'il ne pouvait pas tirer avec précision de nuit. Donc ça c'était un défaut du Jaguar, parce qu'il n'était pas équipé à l'époque pour tirer avec précision de nuit. Donc c'est ce que j'ai répondu au préfet. Je lui ai dit: moi je commande une escadre qui est encore nucléaire. Vous pensez bien que si le président Mitterrand nous demande, ce qui n'est pas souhaitable évidemment, d'aller utiliser cet armement, il ne va pas nous demander si on le fait que par beau temps. Donc voilà, donc le Jaguar était bien sûr capable de tirer de nuit, mais pas avec précision. Donc tout ça, fallait l'améliorer, ce qui fait que ces avions... Il n'avait pas de GPS non plus. Alors, anecdote encore, je suis donc arrivé en octobre en Arabie Saoudite, sur la base d'Al-Assa, et le général Lartigot, qui commandait la force aérienne tactique à l'époque, est arrivé... je ne sais plus à quelle période, je crois que c'est au mois de novembre, il m'a amené lui-même un GPS du commerce, qu'il avait acheté dans le commerce en me disant: Goods, débrouillez-vous pour m'installer ça sur le Jaguar, parce qu'on n'avait pas de GPS. On avait un calculateur avec une centrale aérodynamique, des choses qui marchaient pas mal, mais qui n'avait pas la précision d'une centrale à inertie, ni celle d'un GPS. Alors attention aussi au GPS, c'est quand même, son nom l'indique, c'est Global Positioning System, c'est un système américain. Et donc les Américains, pendant la guerre du Golfe, au début, ils ne nous ont pas donné la précision complète. On avait 180 mètres d'erreur, et 180 mètres d'erreur, c'est pas assez pour une bombe. Donc voilà, pour dire que le GPS, il y a des limites aussi. Mais on n'avait pas non plus de centrale à inertie. Bon, tout ça fait qu'il fallait moderniser notre flotte de combat, et donc bon, maintenant on a des outils qui sont extrêmement performants. Je veux dire, nos jeunes en profitent en tout cas. Mirage 2000N, Mirage 2000D, Mirage-5 et Rafale bien sûr. Donc voilà, ça a conduit bien sûr à la réforme, mais le problème aussi, c'est que, comme vous le savez, quand on achète un avion à l'industriel, d'abord un Rafale ça coûte nettement plus cher qu'un Mirage 3E par exemple, et puis le budget de la défense il n'est pas allé en augmentation depuis 1981. Il a été en perpétuelle descente. Je suis rentré dans l'armée de l'air en 1969, c'était le premier budget de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, en intégrant le budget de la dette qui doit être le deuxième, ou si c'est le premier, on en arrive à la défense 3e, 4e même. Donc le premier, c'est peut-être l'éducation nationale encore, qui est le double de celui de la défense. Alors là, je ne vais pas faire de commentaires, mais on pourrait en faire. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, voilà, donc tout ça fait, tout ce que je veux dire, c'est que du fait de la diminution des budgets de la défense, nos chefs qui gèrent tout ça, ils ont des moyens limités. Il y a des missions qui leur sont imposées par le président de la République, puisque c'est le chef des armées, et donc ils ont des missions principales qu'il faut honorer, notamment la mission nucléaire, c'en est une, ça coûte des sous. Il y a la mission du renseignement qui est aussi importante, donc ça coûte des sous, les satellites, etc. Tout ça fait que notre flotte de combat, au lieu d'être à 450 avions de combat en ligne, en first line, comme disent les Anglais, celle que j'ai connue quand je suis rentré dans l'armée de l'air, qui a été, on va dire, maintenue comme telle jusqu'à la fin de la guerre froide. Mais attention, on avait quand même des avions comme le Mirage 5 qui était à Colmar. Cet avion, c'est des avions que le général de Gaulle avait interdit de livrer à Israël. C'était des avions que devait toucher Israël. Et donc les Israéliens, l'avion qu'ils avaient commandé à Marcel Dassault, c'était un avion beau temps. Il ne pouvait pas combattre en Centre-Europe, mais du fait de l'embargo imposé par le général de Gaulle, président de la République,
Eh ben, c'est l'armée de l'air qui s'est pris les 50 avions. Et les 50 avions dans la flotte de combat de l'armée de l'air sur les 450, ça fait 50 avions avec lesquels on ne peut pas faire raisonnablement la guerre. Donc voilà, pour dire qu'on avait besoin d'avoir une flotte de haut niveau, tout ça conduisant à avec les restrictions budgétaires, conduisait à une diminution de la flotte et donc des bases. Parce que même, par exemple, le Jaguar anglais était plus performant que... Alors, faut pas dire plus performant. Plus... Il était mieux équipé. Oui, il était mieux équipé parce que j'ai fait la connaissance d'un Anglais qui était en échange chez nous, comme on avait un Français en échange chez eux. Il y avait un Anglais qui était en échange à Toul au moment des opérations Lamentin et Taco, 77-78. Et puis comme on avait fait une mission comparable, on était tous les deux chasseurs intelligents de la reconnaissance, donc, et on avait des échanges. Et donc cet Alistair Maffei, puisqu'il s'agit de lui, qui malheureusement est mort bêtement dans un aéroclub, il a été découpé en rondelles par son hélice. Et donc, bon, Alistair Maffei, c'est un monsieur qui a donc fait du Jaguar anglais à Coltishall, au 41e Squadron, et il disait que le Jaguar français, il le préférait en tant qu'avion, pas en tant que système d'armes. Parce que le système d'armes, effectivement, le Jaguar anglais, il avait le map display, il avait le head-up display, il avait des choses comme ça que ne possédait pas le Jaguar français. Il avait des moteurs qui étaient un peu plus puissants, mais heureusement pour eux, parce que l'avion était beaucoup plus lourd. Donc, et ils avaient aussi monté, ce qu'on a fait aussi dans le Golfe, ils avaient monté leurs missiles, alors eux c'était des Sidewinder qu'ils avaient au-dessus des ailes pour le Jaguar anglais, alors que dans le Golfe, nous, on a fait, et ça a été un peu de mon rôle au début de la guerre du Golfe, avec sous bien sûr les directives du général Lartigot, de faire en sorte qu'avec le CEAM de Mont-de-Marsan, on puisse adapter un missile d'un côté. On enlevait un conteneur de guerre électronique et on l'a remplacé par un missile Matra, un Magic. Alors c'était un Magic 1, je crois. Je pense pas que c'était un 2. Je me souviens plus. Enfin bon, c'était un missile d'autodéfense qui avait été monté, ce qu'on appelle les crash programmes, c'est-à-dire des programmes qu'on fait et qui coûtent très cher, bien sûr, puisque c'est hors le budget et il faut que ce soit fait pour la veille, donc ça coûte très cher. Et donc ce crash programme, ben voilà, on avait fait. Le général Lartigot, quand il m'a amené le GPS, bon, il a payé le prix du commerce, donc c'était pas un crash programme. Mais le crash programme, en fait, on l'a fait nous-mêmes. Il faut être pragmatique dans la vie. On fait la guerre. J'ai demandé à mon mécano sous Schumack, là, ce qu'on appelle le Schumack, le chaudronnier, et il m'a installé le GPS sur la casquette. Et puis c'est comme ça qu'on a travaillé. Bon, tout ça pour dire que notre avion n'était pas équipé aussi bien qu'on aurait pu l'espérer. Donc il a fallu le changer. En plus, après, donc je le disais, le coût des matériels modernes étant la diminution des budgets, tout ça nous conduisait forcément à une réduction de notre flotte de combat. Et alors de mémoire, je crois qu'à l'origine, quand le Rafale a été commandé, quand le Rafale a commencé à faire ses premiers essais, il était question d'en avoir, je crois me souvenir de ce chiffre, de ce nombre, 296 pour l'armée de l'air. Aujourd'hui, on parle de moins de 300 avec ceux de la marine. Donc tout ça parce que réduction budgétaire. On voudrait bien en avoir plus, nous, hein. Et puis il y a d'autres priorités. Actuellement, le chef de l'armée de l'air, comme vous le savez, on est en train de remplacer le Transal, enfin. Il a fait de bons et loyaux services, mais il y en a encore, et ils sont à bout de souffle. Donc on les remplace par de la 400M, mais la 400M, il faut le sortir des chaînes. Et puis c'est un avion qui est jeune, il y a quelques petits défauts qui sont bien sûr corrigés rapidement, mais bon, la montée en puissance de la flotte, ça prend du temps. Une grosse commande qui est attendue, c'est le ravitailleur, le MRTT. Donc ça, alors l'avion, il est conçu, il existe déjà, il a déjà été commandé ailleurs, je crois en Australie, je crois. Cet avion, c'est à partir d'un avion d'Airbus A330. La France, elle veut... la France, elle a encore aujourd'hui 11 C-135 FR,
plus de mémoire 3 KC-135, c'est-à-dire des avions qu'elle a rajoutés. Alors je ne sais plus sous quelle forme, je ne connais pas exactement, je crois que je dirais en forme de leasing ou une chose comme ça. Mais donc elle a 14 ravitailleurs, et là elle les remplace, je ne sais pas où on en est du dernier contrat, ce qu'on arrive, on souhaite au moins en avoir 12, quoi. Mais je ne sais pas si ça va aller jusqu'à 12, j'en sais rien. Mais toujours est-il, bon, les capacités de l'avion sont supérieures à ce que sont celles du C-135FR, mais bon, tout ça fait que c'est des coûts, et puis le budget il n'est pas extensible, donc on réduit tout ça. Et puis il y a aussi une ligne de crédit, il y a le fonctionnement, ce qu'on appelle le fonctionnement, l'entretien, etc., qui fait qu'on est obligé aussi de réduire le nombre de bases aériennes. Et moi je suis rentré dans l'armée de l'air, il y avait je crois 30 escadrons de combat, aujourd'hui je crois qu'il y en a moins de la moitié. Hein, bon voilà. Alors bon, ils n'ont pas le même nombre d'avions, c'est pas les mêmes avions. Les avions ont des capacités supérieures en termes d'efficacité. Allez, je vais dire un Rafale, il peut remplacer 4 Mirage 3. En gros, je dis n'importe quoi là. Hein, c'est vraiment c'est intuitif. Mais pour dire que bon, les avions modernes, ils nous ont apporté énormément. Mais un avion, c'est un avion. Si on perd un avion en combat, on perd un avion. Voilà. Donc celui-là, il a beau remplacer 4 avions, quand on en perd un, on en perd un. Donc bon, les bases diminuent, le nombre de bases diminue, on a quand même fermé des bases, la base de Dijon, l'Académie de la chasse, la base de Guilmer. C'est quand même quelque chose d'énorme. Et il y en a eu d'autres, hein, bien sûr. Moi, il y a une base qui me touchait de près parce que j'avais demandé à la commander, c'est celle de Taverny. Bon, Cambrai, Luxeuil qui a eu chaud aux fesses, mais ça c'est peut-être que partie remise. Enfin voilà, tout ça fait que on ferme parce que il y a moins de moyens et on veut réduire les coûts. Voilà. Puis c'était aussi dans le cadre de cette réorganisation, enfin de ce changement d'axe, disons, puisqu'avant l'objectif c'était le centre Europe, voilà, avec les bases à l'est. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce redéploiement là, j'allais dire, il y a quand même un point essentiel qui a été apporté à la fin des années 70, c'est le ravitaillement en vol. Maintenant, un avion, qu'on le mette à Luxeuil pendant la guerre froide, parce que les Mirage 3E, il fallait qu'ils puissent aller taper de l'autre côté du rideau de fer, je parle de l'armement nucléaire tactique, ou même les attaques des autres avions, hein, pour faire des attaques contre le potentiel militaire et adverse, pour passer le rideau de fer, il n'y avait pas de ravitaillement en vol. Bon, d'ailleurs certaines missions, ça rentrait guette-guette, quoi. Hein. On n'était pas sûr de pouvoir assurer le coup si on avait été enquiquiné de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire que maintenant le ravitaillement en vol, il permet des tas de choses. La mission qui a été faite par les Rafales quand ils ont frappé au Mali, là, ça a été déclenché très rapidement. J'ai plus la date, mais ça a été fait. Les avions, il y a eu 4 Rafales qui ont décollé de Saint-Dizier. Ils ont fait 3 ravitaillements en vol. Ils sont intervenus au Mali, ils ont fait 2 autres ravitaillements, ils se sont posés à N'Djamena. 9h40 de vol. C'est pas le vol le plus long qu'on ait fait, puisqu'il y a des Jaguars qui ont fait 10h20, mais pas en mission de guerre. Les 10h20 faites par les Jaguars, c'était une mission d'entraînement pour le Liban. Mais ça a été fait. La mission qui a été faite la plus longue, c'est encore celle qui a été faite par un Mirage 4 après la mission Wadi Doum de 1986. Et ça, c'est un vol qui a dépassé les 11 heures. Donc, tout ces... Bon, ceci dit... Wadi Doum, c'est une date fondatrice aussi. Oui, alors Wadi Doum, ça a été... alors, il faut savoir que depuis Suez, 56, l'armée de l'air n'avait pas fait d'opération avant, on va dire, je parle des avions de combat, hein, 77, Lamentin. TACO dans la foulée, de fin 77, donc Lamentin en Mauritanie, le Tchad, TACO, et puis après il y a eu Wadi Doum. Wadi Doum, c'est donc pour contrer les velléités du colonel Kadhafi, qui voulait mettre la main sur le Tchad. Alors il y a eu des échanges entre les différents partis. Il y avait les 2 frères ennemis, Goukouni Ouédaï et Hissène Habré, qui se tapaient dessus. Goukouni Ouédaï était soutenu par
par les Libyens et Hissène Habré par la France. Alors la France ne soutient pas Hissène Habré, elle soutient le gouvernement en place et démocratiquement élu, mais il se trouve que c'était Hissène Habré. Bon. Et donc, alors que Hissène Habré, on sait très bien qu'en 1973, il nous a zigouillé un commandant de l'armée de terre. Hein, bon. Mais ça, c'est la politique, c'est pas à nous de juger. Et donc là, Goukouni Ouédaï, donc, avec les Libyens, ils avaient pris N'Djamena et il fallait éviter qu'il reste là. Donc, non, ils avaient été chassés de N'Djamena, mais ils étaient en train de... Il y avait donc une ligne séparant le Tchad déjà à cette époque-là. Oui, il y a eu Manta. Ouais, Manta, c'était en 84. Ouais, c'est ça. Donc, il a fallu réintervenir à la demande des Tchadiens et on a fait les Jaguars du 1-11. 11 Jaguars, il y en avait un en panneau décollage de Bangui, ont été tirés la piste de Wadidoum. Alors Wadidoum, c'est dans ce qu'on appelle le Bet. Alors le Bet, c'est pour Borkou, Enedi, Tibesti. Je crois que c'est dans l'Enedi, mais je suis pas très... Non, plutôt dans le Borkou. Enfin bref, c'est au nord du Tchad, dans la partie nord du Tchad, et assez centrale, c'est-à-dire au nord-est de Faya-Largeau. Et donc, sur cette piste de Wadidoum, enfin le colonel Kadhafi était en train de positionner une base qui devenait dangereuse pour N'Djamena. Et donc le président Mitterrand a donc décidé de faire attaquer cette base, ce qui a été fait le 16 février 1986 par 11 Jaguars du 1-11, l'idée par le commandant de Tellier. Et donc ils ont tapé avec des bombes antipistes et des bombes classiques de 250 kg. Et ça a fait bien, malgré la mauvaise version entre guillemets des médias qui ont dit que c'était pas tout à fait bon, etc. En fait, la piste a été neutralisée, mais c'était surtout un signe politique fort. C'était pour taper un petit peu sur les doigts de Kadhafi en disant maintenant t'arrêtes tes bêtises, hein, sinon on peut taper plus fort. Donc ça c'était en février 86. Et puis il se trouve que 11 mois après, il remet ça, Kadhafi, et il tape sur il y avait toujours le Tchad qui était séparé en deux, et il tape sur nos terriens qui étaient en bordure là, du côté de Torodoum où est tombé mon ami le capitaine Michel Crossi en janvier 84. Il y avait Chalouba, enfin tous ces postes-là avancés, tenus par notre armée de terre. Les Libyens s'étaient permis de taper dessus, quoi. Bon, donc là, le président Mitterrand a dit on refrappe. Et là, il y a eu plusieurs options d'ailleurs qui avaient été envisagées. On avait même envisagé d'aller tirer en Libye, sur les terrains de Sud-Libye. Vous savez ce qu'on appelle la bande d'Aouzou, là. Donc il y a une espèce de bande qui fait une centaine de kilomètres de large, qui est sur, allez, on va dire à 30 degrés de l'horizontale. Et donc ça, c'est le sud libyen. Et la bande d'Aouzou, qui est au Tchad, Kadhafi, il avait mis la main dessus. Il avait une base à Aouzou, qui a donné son nom à cette bande de terrain. Et puis il y avait une autre, Matan el Sara. Enfin, c'était deux aéroports sur lesquels il y avait des avions de combat libyens, et donc on avait envisagé d'attaquer. Et puis il y a eu une proposition qui a été faite par qui, je ne sais pas exactement, l'état-major des armées avait proposé donc une frappe dite chirurgicale. Frappe chirurgicale, c'est-à-dire que là on allait taper avec quelque chose en évitant les dommages collatéraux. Voilà. C'est très à la mode, ça se fait beaucoup là en ce moment, et donc et nos adversaires le savent d'ailleurs, qu'on fait attention à éviter les dommages collatéraux. Ça veut dire notamment éviter de tuer des civils. Bon. Et donc le 6 janvier 87, l'escadron de chasse 3-3 Ardennes, qui volait sur Jaguar, qui était le seul des 3 escadrons de la 3e escadre à voler sur Jaguar, mettait en œuvre un missile qui s'appelait le Martel. Et donc ils étaient basés, il y avait une cellule de 4 avions qui était à Bangui. Ils ont donc ils ont tenté une mission le 6 avec, alors il y avait un Atlantique de la Marine nationale qui était en l'air, qui servait de PC volant. Le chef de mission était à bord, et puis son rôle à cet Atlantique, c'était d'astiquer un peu le long du 16 Nord.
et de voir si les radars émettaient, etc. Bon là, il l'avait pas fait comme ça, mais il était quand même PC volant, les Jaguars décollent, et malheureusement le radar de la base de Wadi Doum n'émettant pas, ils sont revenus bredouille. Et ils sont revenus, ils se sont posés à N'Djamena. Moi à l'époque j'étais commandant du 133 Belfort et je volais sur Mirage F1CR et c'était la première mission du Belfort depuis Suez. Puisqu'il faut savoir que les avions de reconnaissance qui ont participé à cette affaire de Suez, c'était des avions dits du 433, mais la plupart des équipages étaient du 133. Donc, bon, il n'y avait pas eu de mission depuis novembre 1956, et donc le 133 était en place à N'Djamena. On venait de relever le 233 d'ailleurs, et on avait deux Mirage F1CR et 3 pilotes. Et quand le 6, les Jaguars sont rentrés, d'abord le commandant d'escadron était pas content parce que il a dit c'est évident que comme on a décollé, moi j'étais là-bas en plus, hein, on les a vus décoller, il y en a un qui est resté au sol en plus parce qu'il a eu une panne de son missile à la mise en route, c'est le lieutenant Guy Burtz. Il est resté au sol, alors bien sûr on l'a chambré, on lui a dit ouais, bon, vous imaginez tous les sobriquets qu'on peut balancer dans ce cas-là, ce qui fait jamais plaisir à un pilote. Hein. Quand le gars qui 11 mois avant est resté au sol, je crois que c'est Saint-Lanne, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Saint-Lanne, qui est resté au sol quand ils ont attaqué la première fois Wadi Doum. Bon, on n'est pas content hein, quand on reste au sol, alors que, parce qu'il y a une panne, on n'est vraiment pas content, parce que même sans être un va-t-en-guerre, c'est notre métier, je veux dire. On veut prouver quand même qu'on est capable de faire. Donc si on reste au sol, c'est frustrant. C'est encore plus frustrant. Donc là, le commandant du 3, enfin c'était le commandant de l'escadron, Thierry Lebourg. C'était son premier détachement africain, il venait du Mirage 3E, il avait très peu d'heures sur Jaguar, et donc il était le chef, il a décollé devant, et il y a eu 3 avions sur 4 qui ont décollé, mais ça n'a pas marché puisque le radar n'émettait pas. Il n'était pas en émission, et il faut qu'il émette pour pouvoir tirer le missile. Et donc il s'est posé à N'Djamena, et il a eu une altercation assez sérieuse avec un officier de l'état-major, parce que l'officier en question voulait les renvoyer pratiquement à Bangui, alors qu'on savait très bien, les Libyens, ils avaient à côté du terrain de Bangui, ils avaient une antenne, pas une ambassade, mais je sais plus, un point bon, bref, quand ils ont entendu, parce que nous, on a bien entendu, quand ils ont entendu les Jaguars décoller à 6h du matin par nuit noire avec un brouillard à découper de couteau, ils savaient bien que c'était pas un vol d'entraînement. Donc vous imaginez que là-haut, le radar, il n'a pas été mis en émission, parce qu'il savait très bien pourquoi il décollait. Donc le bourg, là, il était assez mûr, il a eu bon bref, donc c'est resté à N'Djamena, et la mission est repartie du lendemain, et l'idée a été donc d'envoyer, avant les Jaguars, d'envoyer une patrouille légère pour forcer les radars à émettre. Et cette patrouille légère, ils ont demandé au F1CR de la faire. Et donc c'est moi qui ai fait la mission, et j'ai choisi un de mes 2 pilotes qui était au sol, celui que je pensais à même au mieux de réussir la mission. Entre les deux, c'est pas facile, hein. Quand vous êtes chef, il faut faire un choix. Et donc, et on a fait cette mission que nos camarades du 3-3 Ardennes, sachant qu'eux, ils s'appellent les cochons, puisqu'ils ont comme emblème un sanglier, donc on les appelle les cochons. Et ben nous, le 133 Belfort, c'est une petite hache, une Francis qui a 2 tranchants, donc, mais ils nous ont appelés les chèvres. Donc voilà, donc on a fêté les 30 ans il n'y a pas très longtemps à Nancy-Ochet, et pour avis, je resterai les chèvres avec mon camarade Claude Dichely qui était mon équipier. Donc la mission, elle a consisté à présenter une menace pour la base de Wadi Doum
en venant d'un secteur qui n'était pas le même que celui des Jaguars, et on disparaissait des scopes au moment où on était sûr que ça marche, et là les Jaguars tiraient. Bon, je pourrais raconter cette mission pendant des heures, parce que ça a marqué, parce qu'au retour en plus on a été coursé, ce qu'on n'a pas su, nous, hein, les deux F1CR, on a été coursé, on devait remonter très peu de temps après avoir viré à droite vers le sud-ouest en retour vers N'Djamena. On devait rentrer en altitude et sans ravitailler et tout, et puis en fait en passant travers Faya-Largeau, qu'on avait un petit peu agacé volontairement à l'aller, ben là mon équipier m'a annoncé qu'il était éclairé par une conduite de tir. Alors tout ça en code, hein, parce que c'était la deuxième fois seulement qu'on parlait depuis le décollage, hein. La première rupture de transmission, la première rupture du silence, ça a été quand Guy Wurtz a tiré son missile. Il a annoncé le tir de son missile. Et la deuxième fois qu'on a rompu le silence sur la fréquence de travail de tout l'ensemble, c'est quand mon équipier a annoncé BF 10h, 9h, 8h. Alors le BF, c'est un système de contre-mesure passif qui enregistre des détections radar quand il est illuminé par un radar, et donc 10 heures parce que c'est la position avant, hein, avant gauche, 9 heures travers gauche et 8 heures arrière gauche, et donc il a été éclairé par une conduite de tir. On a su après que c'était du ZSU 23-4 du Gundish, hein. Mais donc Gundish, c'est un petit radar de conduite de tir d'une saloperie qui s'appelle le ZSU 23-4, qui est un quadritube de 23 mm monté sur char, et donc le radar il éclaire, et après ça flingue là, puis c'est du 23 mm, hein. Crossi il a pris du 23 mm, hein. C'est comme ça qu'il est mort. Donc bon bref, c'était pas très sain, d'autant que Claude Dichely était à ma droite en défensive. Défensive, ça veut dire de front, hein, à peu près, environ 2 km. Et moi j'étais plus près que lui de la station. Donc voilà, bon, pour dire que on a fait un peu d'huile là. Et notre seule réaction, donc c'était la deuxième fois seulement que le silence était rompu. Et donc là, on s'est collé par terre, on a mis la manette, comme on dit, dans le phare, c'est-à-dire plein gaz, et là, on a joué avec le relief, parce qu'il y a des cheminées de fées, c'est superbe d'ailleurs. Et là, on faisait un petit peu, j'ai coutume de dire qu'on faisait du slalom parallèle. Vous voyez, c'est-à-dire que les deux avions étaient en train de faire du slalom parallèle autour des cheminées de fées, et tout ça collé par terre. Et alors moi, dans ma tête haute, parce que les systèmes du F1CR étaient plus élaborés que celui, on avait une centrale à inertie, et on a une conduite de tir qui est un peu plus élaborée que celle du Jaguar, et donc dans ma tête haute, je me souviens avoir vu 578 nœuds. Donc 578 nœuds, c'est 1000 à l'heure, hein. Et on était à 50 mètres sol, quoi, hein, à peu près. Donc ça décoiffe, hein, ça y va. Mais le problème, c'est qu'on consomme du pétrole, parce que là, c'est, allez, je me souviens plus des trucs, mais c'est entre 50 et 60 litres à la minute, consommation. Donc, il fallait ravitailler. Et quand on est remonté, alors je ne savais pas qu'on était poursuivi, parce qu'on était poursuivi. On s'est collé par terre parce qu'il y avait cette conduite de tir qui nous a éclairé. On ne savait pas ce que c'était, donc on s'est collé par terre et on a mis la manette en avant. Mais après, on a appelé comment dirais-je, l'Atlantique, puisque c'était lui chef de mission, et on lui a demandé de nous trouver un Boeing très rapidement, ce qu'il a fait, parce qu'il y avait 4 Boeing en l'air, hein. Et un pour les Jaguars, un pour les F1CR et un pour les F1 qui protégeaient l'Atlantique et les Boeing. Donc bon, il y avait du ravitaillement en l'air, hein. Et donc l'Atlantique m'a dirigé vers le premier ravitailleur. Et là, j'ai failli tout casser parce que quand j'ai ravitaillé le premier, puisque c'était moi qui avais le moins de pétrole, puisque au ravitaillement aller, c'est mon équipier qui a ravitaillé après moi, donc il y avait 250 litres de différence, et donc je ravitaille en premier. Et là, le ravitaillement en vol, c'est une méthode. C'est pas compliqué à condition d'appliquer la méthode. Faut surtout pas innover. Et ça, un vieux pilote peut rater son ravitaillement en vol. J'ai une anecdote là-dessus aussi. Où un jeune m'a mis la honte sur un convoyage pour amener des avions en Afrique,
où moi il m'a fallu 9 tentatives pour entrer dans le truc, alors que lui il en a fallu 2. Bon, voilà. Donc voilà, bon, pour dire que l'expérience n'a rien à voir là-dedans, il faut appliquer la méthode. Et le problème, c'est que quand je suis rentré, après avoir charbonné comme ça pendant quelques nautiques, l'avion, il n'y avait plus rien dans l'avion. Il y avait 1200 litres quand j'ai enquillé. 1200 litres, c'est normalement le pétrole que j'aurais dû voir au-dessus de N'Djamena. Au-dessus de N'Djamena. Or, on était à 300 km, à 300 nautiques, pardon, de N'Djamena. Donc, il fallait pas louper le ravito. Hein. Et donc, mais j'étais léger. Alors que le ravitaillement aller, sur le chemin aller, on se ravitaille avant de rentrer dans les lignes. Et bien là, on est lourd. Donc, méthode, bon, les régimes, etc. Et là, j'ai mis le même régime, alors que j'avais plus que 1200 litres. Mécanisation. Et là, j'ai failli tout casser. Et je m'en suis aperçu que je rentrais un peu vite, et je suis sorti, et le gland de ma perche, c'est-à-dire l'endroit qui rentre dans le panier, a été faussé un petit peu. Mais j'ai réussi à ravitailler, parce que si j'avais cassé, à l'époque, il n'y avait qu'un point de ravitaillement, il n'y en avait qu'un au centre. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, les deux des côtés. Donc si j'avais cassé, ça voulait dire 2 F1CR au tapis, à 90 millions de francs l'unité, nue. Bon. Donc je pense que même si j'imagine le chef de mission téléphoner à M. Mitterrand en disant « Monsieur le Président, la mission est réussie, mais bon, on a 2 F1CR au tapis », je pense qu'il n'aurait pas été très content. Voilà. Pas très content. Mais bon, voilà, c'est une histoire. Et c'est après seulement au sol, tout le monde bien sûr était content, on a vu le missile tirer, alors en plus, moi je me suis remis à fumer parce qu'il y a le chef qui est arrivé au pied de l'avion et avec les flûtes de champagne, il faisait quand même 40 degrés à l'ombre, hein. Flûtes de champagne et puis une boîte de Davidoff, et puis moi je me suis remis à fumer à ce cas-là. J'avais arrêté depuis longtemps, mais bon, passons, j'avais arrêté depuis presque 3 ans. Et puis voilà, et puis le soir, il y a le marin, le chef du marin, le pauvre, il est décédé en fin d'année dernière. Et le chef de l'Atlantique, il me dit hey, tu viens nous voir ce soir à la popote avec ton équipier. Et c'est là qu'il nous a raconté qu'il y a un MiG-23 qui nous a poursuivis pendant 50 nautiques. C'est long, hein, 50 nautiques. Mais il ne nous l'a pas dit, et ça, merci à lui, parce que autrement, ça aurait fait un petit peu stress supplémentaire. Hein. Il ne nous l'a pas dit parce que, justement, on allait trop vite, et le MiG ne nous rattrapait pas. C'était ce qu'on appelle Mach No, c'est-à-dire la vitesse du Mach, il n'y avait pas de rapprochement. Donc il n'a rien dit, et ça s'est bien passé. Voilà, pour dire que cette mission, elle est ancrée, là. Et cette mission de Wadi Doum, on peut la comparer un petit peu à celle de Luxor, justement, à Suez, enfin, quand ils avaient bombardé le terrain. Là. Alors, oui, enfin, c'était... on peut établir un petit parallèle entre les deux ou de toute façon, enfin, je veux dire, les méthodes sont différentes parce qu'évidemment, les systèmes évoluent, les armements évoluent, etc., etc. Mais le principe est le même. Quand on fait une attaque sur une base comme Luxor ou comme, je ne sais plus quelle autre base ils avaient attaqué à ce moment-là, mais le but, c'est d'anéantir la force aérienne adverse. Donc on fait ce qu'on appelle des Battlefield Air Interdictions, c'est-à-dire des vols. Alors ça s'appelle plus comme ça maintenant, ça porte un autre nom. Je crois que les anglo-saxons gardent ces appellations. Et donc on va tirer dans la profondeur et on va neutraliser la flotte aérienne adverse. De manière à ce que, en fait, c'est pour protéger nos terriens. On neutralise leur flotte aérienne et puis après c'est nos terriens. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans le Golfe quand les 12 Jaguars ont attaqué Al-Jaber, et puis ensuite toutes les missions qui ont été faites avec les forces aériennes, ça a duré 40 jours, et puis après les terriens ils ont travaillé pendant 100 heures, mais le gros du boulot a été fait par l'aviation. Donc ça, faut pas le perdre de vue. Il est bien évident que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'interarmée est indispensable, parce que c'est jamais un aviateur qui va planter un drapeau, c'est forcément un terrien, mais le travail initial pour neutraliser tout ça, c'est l'aviation, qu'elle soit de l'armée de l'air ou de la marine nationale, c'est l'aviation. Il y a aussi l'aviation de l'armée de terre avec ses hélicoptères, mais ça c'est plus pour l'appui des forces rapprochées. Là, c'est dans la phase d'attaque.
J'ai d'ailleurs un de mes amis qui a participé à cette phase CRS à bord d'une gazelle. Il a tiré un missile Hot pour neutraliser un char. Bon, voilà, donc ça fait partie des faits d'armes dont on parle. Bon, donc on peut comparer tout ça, bien sûr. C'est comparable. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les attaques de bombardiers sur les villes, que ce soit Londres ou Berlin, alors là, c'était pas tout à fait pareil. C'était plutôt du stratégique. On va pas parler de ça. C'est un mauvais exemple que j'ai donné. Mais quand ils essayaient de tirer les avions sur les terrains anglais comme je vais y arriver, d'Oxford ou des terrains comme ça qui sont un peu partout, j'ai plus les noms en tête, mais tout ça c'est toujours pour neutraliser l'aviation. Donc c'est comparable, on peut comparer ça. Voilà. Bien, on a fait le tour de la question. Je crois, ouais, on a parlé de... Oui, je crois... Tiens, si, il y a quand même un truc que je voudrais ajouter. Je disais tout à l'heure qu'on a fêté les 30 ans de la mission Wadi Doum. Alors, on ne l'a pas fêté le 7 janvier, parce que d'abord, à Nancy, il fait froid, donc il fallait mieux attendre. Puis surtout, nos jeunes camarades ont une très bonne idée. Comme c'est le 3-3 Ardennes, ils ont voulu faire ça le 3 mars. Bon, malheureusement, la mairie de Nancy ne pouvait pas nous laisser la salle des fêtes de sa superbe mairie. Donc on a fait ça le 1er mars. Mais pour dire que le commandant d'escadron, alors ça s'invente pas, le commandant du 3-3 Ardennes, qui a organisé les 30 ans de cette fête, les 30 ans de Wadi Doum 2, il s'appelle Martel. Ça s'invente pas. Donc voilà. Et donc, on célèbre dans l'aviation. Voilà, c'est un nom en plus célèbre dans l'aviation à plusieurs titres. Et donc on a fait une très belle fête. Ils avaient même repeint un Jaguar comme celui de Guy Wurtz, avec son numéro A100, alors que c'était pas vraiment le A100, mais peu importe. Ils avaient fait venir un ZIL 134, c'est ce camion avec un radar flat-face, qui est le radar qui a été détruit par le missile. Et puis ils avaient décoré un Mirage 2000D avec sur la verrière le nom de lieutenant Guy Wurtz, alors Guy Tout, c'est son surnom, etc. Là, ils avaient fait les choses très très bien. Et à la fin de la journée, le commandant d'escadron a fait un parallèle entre les combats menés aujourd'hui contre Acme ou Daesh et puis ce que nous on fait, ce qu'on a fait. Et il y a des similitudes, bien évidemment. Pourquoi? Enfin, il y a 30 ans d'écart, mais il y a des similitudes. Bien sûr, les armements ont évolué, bien sûr. C'est l'histoire de l'épée et du bouclier. Hein. Donc on a des avions beaucoup plus modernes, mais les défenses sont beaucoup plus modernes, etc. etc. Donc c'est très comparable. Et ce qui est vachement satisfaisant, c'est que l'esprit est le même. Nos jeunes ont un esprit. Et alors, autre information, grâce à Dieu, on n'a pas été se battre contre les Russes pendant la guerre froide, et pourvu que ça recommence pas, quoi. Hein. Je veux dire, c'est des choses qui sont pas du tout souhaitables, parce que là, on risque d'aller à l'apocalypse. Mais si je dis ça, c'est parce que il y a des tas de mes camarades de ma génération, voire de génération, entre Suez et l'Afrique. Il y a des gens qui sont jamais sortis de l'Hexagone, qui se sont cantonnés à s'entraîner à faire la guerre contre les Russes et leurs alliés, le pacte de Varsovie, et qui n'ont jamais fait d'opération réelle. Donc pour dire ça, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous regardez le placard du chef de l'armée de l'air, ben, il en a plus que son père. Hein. Il en a plus que son père. Ils sont tous les deux commandés l'armée de l'air, mais je peux vous dire que le jeune Lanata, il a un placard comme ça. Moi, j'ai quelques médailles, mais j'en ai beaucoup moins que lui. Parce que j'ai fait l'Afrique et un peu du Moyen-Orient. Mais les gens qui étaient sur Mirage 3, ils sortaient pas de l'Hexagone. Il n'était pas ravitaillable, l'avion. Ça, le ravitaillement en vol a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est ça la grosse différence. La grosse différence. Même s'il y a beaucoup de permanence par ailleurs, la grosse différence, c'est le ravitaillement. C'est l'expérience qu'on a surtout de ce terrain, parce que absolument. Et on va partout dans le monde. Au début, c'était un petit peu quand même, disons, expérimental pour le moins. Il y a des. Maintenant, c'est routinier. Le pilote de combat opérationnel est ravitaillable en vol. On ne peut pas concevoir une autre chose. En plus, il parle anglais maintenant. Alors qu'à l'époque où j'y étais, je pourrais vous en raconter. J'ai le souvenir. Alors moi, j'étais donc à la 33e escadre. J'ai passé 11 ans sur mes 20 ans de carrière opérationnelle. J'en ai passé 11 à la 33. J'avais des camarades, et ça, c'était dû à la volonté de De Gaulle de nous sortir de l'organisation militaire intégrée. Et donc, il y avait des gens qui ne parlaient pas un mot d'anglais.
Et on volait quand même. Et j'ai le souvenir d'un de mes camarades qui parlait parfaitement l'allemand, parce qu'il était d'origine alsacienne et il parlait bien l'allemand. Et il avait sur sa poche d'antigé, là, de pantalon antigé, il avait une feuille et sur laquelle il avait marqué I request random penetration. Alors il le parlait comme ça, lui, I request random penetration, I request. Bon, bref, il y avait une série de phrases toutes écrites comme ça, et puis en bas il y avait la dernière phrase, c'était I am French, I am lost, I request a French controller. Mais c'est vrai ce que je vous dis là, ça a existé ça. Et c'est bon, maintenant c'est plus le cas. Tous les pilotes de combat parlent anglais couramment. Donc pour dire que bon, ben, cette connaissance du terrain particulier de l'Afrique d'ailleurs, c'est quand même une qualité énorme qu'a l'aviation française. Et que n'ont pas d'autres, y compris les Américains. Absolument. On a quand même, la montée en puissance pendant la guerre du Golfe. On avait certains avantages par rapport à eux, parce qu'on avait l'Afrique notamment, ça ressemblait beaucoup. Bon, il y a quand même, depuis 1975, je crois, les Américains ont créé un exercice chez eux qui s'appelle Red Flag, qu'ils ont très longtemps organisé, ça le fait encore de temps en temps, dans le désert du Nevada. Ça permet un petit peu. Alors ils avaient inventé cet exercice parce qu'ils s'étaient rendu compte pendant la guerre du Vietnam qu'ils perdaient, que la majorité des pilotes qu'ils perdaient, c'était pendant leurs 10 premières missions de guerre. Donc ils ont dit, on va monter un exercice très réaliste qui permette d'entraîner les gens et de leur faire passer ce cap de 10 missions. Donc c'est ce qui s'est passé et ils ont créé cet exercice. Les Français ont participé à partir de 1981 à cet exercice avec des Jaguars. Et d'ailleurs, les premiers qui ont eu la chance d'aller là-bas, j'ai été sur la liste quelques temps, mais très peu de temps. Les premiers qui ont eu la chance d'aller là-bas, ils ont étonné les Américains par le savoir-faire des Français et par les connaissances, comme vous dites, de l'Afrique. Parce que quand ils y sont allés en 81, il y avait déjà 4 ans qu'ils allaient en Afrique. Donc ils connaissaient bien ce genre de théâtre et ça ne les a pas surpris. Et les méthodes de travail, tout ça, bon, toute cette expérience-là a permis de mieux faire la guerre du Golfe. Donc c'est vrai que on a eu, bon maintenant c'est moins vrai parce que les Américains et tout ça, on a eu la guerre du Golfe qui a fait qu'on a volé dans les conditions comparables à ce qu'on a trouvé nous en Afrique, mais c'est vrai que ça a bien débroussaillé et ça a bien aguerri nos pilotes. Mais au début, il y avait, et pour en revenir à l'expérimentation du ravitaillement en vol, il faut savoir qu'il y a certains pilotes pour Lamentin, on n'avait pas assez de pilotes transformés ravitaillement en vol au tout début, d'abord parce que à la 7e escadre, sa mission principale c'était le nucléaire tactique. Et donc tous les avions n'étaient pas ravitaillables en vol, ils n'étaient même pas modifiés tous, ils ont été modifiés un peu plus tard. La 11, quand elle a reçu ces avions à partir de 1975, il y avait que 2 ans quand la Mauritanie s'est déclenchée, donc il y avait très peu de pilotes ravitaillables en vol. C'était toujours les mêmes qui allaient. Moi j'ai le souvenir d'un de mes camarades que je peux nommer, Paul Hartweg, qui était commandant de l'escadrille en même temps que moi. Moi j'étais à Bordeaux, lui il était au 1-11. Eh bien quand les opérations sont déclenchées en Mauritanie, il est parti dans les premiers, il était célibataire, il partait 3 semaines. Au cours de la première, j'en ai parlé là, voilà, bon, le coup des 33e nuits dans son appartement. Bon, voilà, donc bon, pour dire que il n'y avait pas beaucoup de gens. Et donc on a demandé également à la 7e escadre de fournir des pilotes, et donc on a transformé des gens au ravitaillement en vol en mission de guerre. Des gens qui étaient sur des biplaces. Alors le biplace c'est rudimentaire comme système d'armes, mais ils ont tiré au canon. Et le gars, il venait de faire sa mission de ravitaillement en vol, d'entraînement et de découverte. Enfin bon voilà, pour dire qu'au début on a essuyé les plâtres quand même, mais ça s'est bien passé. Voilà. Bien, bah écoutez, on va amorcer la transition là, puisqu'on était un peu aux États-Unis avec Red Flag, avec la guerre en Afrique aussi d'ailleurs. Et donc on va y retourner par l'intermédiaire du Lafayette. Alors cette escadrille qui vous est... Ah oui, cet escadron maintenant, maintenant c'est un escadron, mais c'est vrai. C'est vrai que... Donc, alors, on va parler un petit peu de ça, et puis peut-être de la fraternité d'armes franco-américaine, qui est quand même aussi une constante, disons, absolument, qui remonte... Et même au plus mauvais passage de nos relations,
le Lafayette a fait qu'on est resté en bon terme. Je vais donner une anecdote pour illustrer ça. Bon, le Lafayette, je l'ai dit, j'y suis arrivé le 8 février 1972, à la fin de ma transformation à Dijon sur Mirage 3, et donc je suis affecté au Lafayette, je suis affecté dans un escadron qui est déjà très réputé pour ses liens passés, et là il faut repartir à l'histoire. L'histoire, elle remonte à la guerre de 14. Il faut savoir que la guerre de 14 a été déclenchée par la Triple Alliance. Alors la Triple Alliance, c'est Allemagne, Italie et j'ai oublié le troisième, c'est l'Autriche, pardon, l'Autriche-Hongrie. Donc ça, c'est la Triple Alliance. Et donc, il déclare la guerre à la Triple Entente, qui est Angleterre, France et Russie. Et donc, après l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo le 28 juin, pardon. Et donc après, il y a les deux blocs qui se tapent dessus. Mais 2 jours avant le début de la guerre, il y a des journalistes et des gens connus dans le monde, des poètes, des gens comme ça, un certain Blaise Cendrars, qui est assez connu, qui était un écrivain suisse, et Alan Seeger, qui était un poète américain, et puis Ricciotto Canudo, qui était un poète italien. Ils ont signé un manifeste, lequel manifeste demandait à tous les étrangers qui étaient en France de venir aider les Français à se battre contre les Allemands. Et il y avait déjà des Américains notamment qui étaient là, et ils se sont engagés ils se sont engagés dans la Légion étrangère, autrement ils auraient perdu leur nationalité. Donc ça, c'est l'ambassadeur des États-Unis en France qui leur a dit: vous avez le choix, vous ne pouvez pas, si vous vous engagez comme combattant avec les Français, vous perdez votre nationalité américaine, donc vous avez 2 solutions: ou vous vous engagez dans le corps des ambulanciers, ou vous engagez dans la Légion étrangère pour combattre. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Il y en a un certain nombre qui sont engagés dans la Légion étrangère dès le 21 août. Bon, après ils ont fait le circuit pour être formés, donc d'abord Rouen puis Toulouse, mais fin septembre 1914 ils étaient dans les tranchées, ces gens-là. Et parmi ces gens-là, notamment, il y a un certain William Thaw, qui était un gars qui avait été en France dès le printemps 1914 pour participer à une coupe Schneider avec son propre avion. C'était le fils d'un multimilliardaire de Pittsburgh, et il était venu faire une compétition, et il avait rencontré lors de cette compétition un certain Antonin Brocard, qui est célèbre, et donc célèbre en tout cas pour tous les officiers de l'armée de l'air, puisqu'on a donné son nom à un bâtiment de logement de la base de Salon de Provence. Et donc Antonin Brocard, il était déjà pilote lui aussi dans l'armée, et William Thaw dit: tiens, il est mis au repos au bout de quelques temps, au bout d'un mois, et il est au repos à quelques kilomètres de l'endroit où était stationnée l'escadrille où était Brocard. C'était la D6, et il y avait, selon certains, 15 km, alors c'était en plein hiver, et là, William Thaw, il se fait la distance à pied, et il va voir Brocard, et il lui dit: bon, faut que tu me donnes un coup de main, je voudrais pouvoir piloter, parce que moi, fantassin dans les tranchées, ça va bien, hein, bon. Et donc Brocard lui dit: ok, ça marche. Et dès le printemps 1915, Brocard a tenu sa promesse, et William Thaw est envoyé dans une unité. Après une courte reconversion, il est affecté à la C-42, et à la C-42, alors C pour Caudron, hein, D pour De Perdussin, je dis pour les non-initiés, 6 parce que c'est la 6e unité créée, 42 parce que c'est la 42e. Et donc il est à la C-42, et là il y rencontre un certain Thénault, Georges Thénault. Bon. Et William Thaw, lui, c'est un gars qui avait l'idée de rassembler tous les pilotes américains. Il savait qu'il y en avait d'autres, puisqu'il en avait d'autres qui étaient venus avec lui, qui avaient commencé à piloter, et donc il veut les réunir dans une même unité, et donc il essaye de faire bouger tout ça. Il y en a un autre américain qui s'appelle Norman Prince qui a fait la même chose. Bon, là je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'on est encore là demain, mais l'escadrille est créée le 18 avril 1916 sur la base de Luxeuil-les-Bains. Et donc ces gens-là, sous commandement français.
et c'était la 124e unité créée. Elle était sur Nieuport, donc elle s'appelle la N124. Et au début, elle s'appelle la N124, j'allais dire mécanographiquement parlant, mais les Américains l'appellent l'escadrille américaine. Et elle est commandée par le capitaine Thénault, parce qu'il parle anglais, avec un second qui est parfaitement English speaking, c'est de l'âge de Meux, et une célèbre famille d'ailleurs de militaires. Et donc Alfred de l'âge de Meux, second, qui parle aussi couramment l'anglais, ces deux-là sont affectés à la tête de cette N124, escadrille américaine. Et puis, quand à la fin de 1916, il y a un certain nombre de pilotes qui sont tombés déjà, dont Kiffin Rockwell le 23 septembre 1916 à Roederen, dont Norman Prince le 15 octobre, dont Victor Chapman, ça bien sûr, et puis il y a eu quand même des victoires aériennes, la première ayant été obtenue d'ailleurs par Kiffin Rockwell le 18 mai, juste un mois après la création de l'escadrille. Donc tout ça, ça fait du bruit. Et ça, l'ambassadeur d'Allemagne, bien sûr, il fait vilain, celui qui est à Washington, le comte Berdorf. Et là, il dit c'est pas possible, pourquoi les Américains, vous n'êtes pas en guerre, il y a des pilotes qui se battent contre nous, etc. Du coup, on change le nom de l'escadrille, on l'appelle l'escadrille des volontaires au mois de novembre. Et puis, il y a un toubib qui s'appelle le docteur Edmund Gross, qui est patron d'un hôpital dans la région parisienne et qui est un petit peu dans la mouvance qui met les pilotes en place à l'escadrille Lafayette. Il a son mot à dire, en tout cas, il intervient là-dedans. Il dit on va l'appeler l'escadrille Lafayette, en souvenir du marquis de Lafayette qui a aidé Washington à se libérer du joug anglais à la fin du XVIIIe siècle. Donc voilà pourquoi ça s'appelle l'escadrille Lafayette depuis le 6 décembre 1916. Et donc après, cette escadrille a fait la guerre, elle a fait une très belle guerre. À la fin de la guerre, elle a été dissoute bien sûr, et William Thaw a rejoint, comme beaucoup de ses camarades, il n'y en a qu'un qui n'a pas rejoint les forces de l'armée des États-Unis. À partir du moment où les États-Unis sont rentrés en guerre, 6 avril 1917, on a demandé aux pilotes de rejoindre. Ils ne sont rejoints qu'au début 18, parce que les forces américaines n'étaient pas là avant, ils ont surtout combattu en 18. Et donc, le William Thaw, en février 18, il devient le premier commandant d'une escadrille américaine, qui est d'un escadron d'ailleurs, puisque c'est le 103e Pursuit Squadron. Donc c'est la première unité réellement américaine. Et le chef de l'armée de l'air d'il y a une dizaine d'années, je l'ai entendu de sa bouche, il a dit l'escadrille Lafayette, c'est la première unité de l'US Air Force. Donc c'est un lien qui a été créé en 1916 et qui perdure aujourd'hui. Je vais vous donner un autre exemple. C'est pas si vieux que ça. En 2003, vous vous souvenez quand les Américains, suivis par les Anglais, voulaient taper sur les Irakiens, notre ministre des Affaires étrangères avait fait un brillant discours à l'ONU, M. de Villepin, et il avait dit il n'en est pas question. Là, la tension était la plus vive. C'était la plus vive. Eh bien, au Memorial Day, en 2003, au Memorial Day, alors le Memorial Day, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est donc le jour où les Américains fêtent leur mort, partout dans le monde. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est bien le dernier lundi du mois de mai. Et donc, à Marne-la-Coquette, où sont enterrés certains de l'escadrille Lafayette et du Lafayette Flying Corps. Il y a 68 tombeaux dans cette crypte-là. Il n'y en a que 49 où il y a quelque chose dedans pour différentes raisons, je pourrais y revenir. Mais donc ce Memorial Day, et là, cette année, c'est le 28 mai prochain. Tous les ans, il y a une célébration à ce mémorial. Eh bien, en 2003, au plus fort des mauvaises relations françaises et américaines, l'ambassadeur était présent, le chef de l'armée de l'air des États-Unis était venu. Donc, pour vous dire que, malgré toute la politique, il y a un lien très fort. Il est un peu comparable à ce qu'on a connu avec le Normandie-Niemen. Le Normandie-Niemen, c'est un escadron qui est bien sûr, alors lui il a été créé beaucoup plus tard, puisque comme les escadrons des forces françaises libres qui portent un nom de province, il a été créé par le général de Gaulle, l'amiral Muselier et le général Martial Vallin. C'est eux qui ont mis en place ces escadrons, qui ont pris des noms de provinces. Alors il y a l'Artois, le Picardie, l'Île-de-France et le Normandie. Le Normandie, c'était la 3e unité créée, et de Gaulle l'a envoyé sur le front russe, de l'autre côté, pour aider les Russes à attaquer
de l'Est vers l'Ouest, les Allemands. Et ces pilotes-là qui ont été envoyés là-bas, ils ne parlaient pas un mot de russe, hein. Ils volaient sur avions russes, il n'y a que 3, avec des mécaniciens russes en bas. Et donc, quand ils ont franchi avec... Pas au début. Pardon ? Pas au début. Parce que les mécaniciens étaient français au début. Ah, au tout début ? Oui, oui. Ah oui, au tout début. Oui, vous avez raison. C'est vrai. Je faisais un petit raccourci. Oui, oui. Mais il y a eu bon, ils ont été très suivis par des mécaniciens. Oui, un an après. Voilà, ils avaient probablement fait des progrès en russe et puis les mécanos en français. Toujours est-il qu'ils ont avancé d'est vers l'ouest et ils ont franchi le fleuve, le Niémen. Et toutes les unités qui ont franchi le Niémen, Joseph Staline a donné le nom de Niémen à toutes ces unités-là, dont le Normandie, ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, ça s'appelle le Normandie-Niémen. Et au plus fort de la guerre froide, parce que la guerre froide, les Russes, on les aimait pas quand même, hein. Les Russes et tous leurs alliés du pacte de Varsovie, c'était nos ennemis. Et bien au plus fort de la guerre froide, il y a eu des échanges entre le Normandie-Niémen et les Russes. Ils sont allés là-bas. Bon voilà, pour dire que j'ai coutume de dire que si malheureusement on en arrivait à la triste éventualité qu'il ne reste plus que 2 escadrons de combat en France, il resterait le Normandie-Niémen et le Lafayette. Voilà. Donc c'est pour dire que ces relations-là, elles perdurent. Et moi, je participe à ce Memorial Day. Alors il y a une partie qui est faite aussi à Luxeuil, parce que je le disais, dans la crypte du mémorial, 68 cercueils, il y en a 49 qui sont pleins. Kiffin Rockwell, qui est tombé le 23 septembre à Roderen, sur le front. La veille de sa mort, il avait dit à son pote Pavelka, moi je veux être enterré à l'endroit où je tombe. La veille de sa mort. Et là, il tombe à Roderen. Pas très loin de l'endroit d'ailleurs où il avait obtenu en mai sa première victoire. Bien sûr, on n'allait pas l'enterrer à Roderen. Donc, ils l'ont mis à Luxeuil, et il est toujours à Luxeuil. Donc, le Memorial Day, il y a une gerbe qui est déposée, une cérémonie qui est déposée, qui permet de déposer une gerbe sur la tombe de Kiffin Rockwell. Et il y a un autre exemple, c'est quand le mémorial a été construit, il est sorti de terre entre 1924 et 1928. Le père de Norman Prince, qui était un homme richissime, lui, il voulait que ce mémorial soit dédié à son fils. William Thaw, qui avait survécu à la guerre, qui était présent, Georges Thénault, qui était encore présent, il a dit, il n'en est pas question, c'est pour tous, y compris ceux des autres unités dans lesquelles on volait parce que l'escadrille Lafayette, c'est 38 pilotes, pas plus. 38 pilotes américains sont passés, plus 5 français, dont Ningesser d'ailleurs. Et bon, pour dire que il n'y a pas que des membres de ces 38-là. Il y a eu au total 225 pilotes, 267 Américains qui ont combattu, il y en avait qui devaient être observateurs, bon bref, il y a eu 267 qui ont combattu dans ce qu'on a appelé le Lafayette Flying Corps, c'est-à-dire dans toutes les unités françaises dans lesquelles il y avait des Américains. Bon. Et donc tout cela, et ce mémorial est fait pour eux. Et donc quand Frédéric Prince a dit, moi mon fils, je voudrais qu'il soit là-dedans, ce mémorial soit dédié, là ça a été non. Donc il n'est pas dans la crypte, lui, il est dans la cathédrale de Washington. Voilà. Bon. Voilà, je pense que je crois que c'est la plus belle illustration de ce qu'on peut penser connaître en matière de relations franco-américaines. Vous savez ce que sont les relations internationales. C'est pas simple à gérer, même si j'allais dire sentimentalement on est plus proche des Occidentaux que des gens de l'Est. Il n'empêche que des fois ça se brouille un petit peu, mais il y a toujours ces liens solides. Et ça c'est Lafayette. Ça perdure. Il y a toujours des échanges. Est-ce que l'escadron va quelquefois aux États-Unis, par exemple? Alors, il y a la patrouille de France qui était ces derniers temps. L'escadron n'y est pas allé, mais il y a eu des échanges avec des gens de l'escadron qui sont allés là-bas. Et puis il y a eu le 20 avril de l'année dernière, on a fêté les 100 ans de l'escadrille. Alors pourquoi le 20 avril? Parce que les Américains, en fait, l'escadrille a été créée officiellement le 18 avril, ça c'est les textes officiels, c'est un sergent Fourier qui a écrit ça, qui a ouvert le cahier, etc., le 18 avril 1916, mais les premiers Américains sont arrivés le 20. Donc sur le mémorial, si vous allez un jour au mémorial de l'escadrille, vous verrez que c'est marqué 20 avril. Donc l'année dernière, on a fait une grosse cérémonie en présence des plus hautes autorités militaires et civiles des deux pays,
au mémorial de l'escadrille Lafayette, avec bien sûr les 2 chefs d'état-major, avec le secrétaire d'État aux anciens combattants, avec l'ambassadeur évidemment et tout ça, et il y avait du beau linge, et il y avait surtout un survol extraordinaire. On a vu bien sûr le Lafayette avec 3 Mirage 2000, dont un décoré spécialement pour la circonstance. Dans la boîte, un Rafale, puisque l'escadron Lafayette est en train de se transformer sur Rafale actuellement à Saint-Dizier. Derrière, ce qu'on n'avait pas vu, moi j'avais jamais vu ça en Europe, des F-22. Alors si, il y en a en Europe, mais je veux dire, en France, on n'avait jamais vu. Des F-22 Raptor. Et en fait, c'était des F-22 Raptor de l'escadron frère, parce qu'il y a un jumelage entre les escadrons, et donc c'est plus le 103e Pursuit Squadron, c'est le 94e qui a comme emblème un chapeau. Je ne sais plus comment il l'appelle, bon ça porte un nom comme ça, mais c'est l'escadron américain qui a hérité des traditions du 103e Pursuit Squadron. Et donc c'est lui qui est venu avec 4 F-22. Derrière, on a fait passer un avion de collection, un biplan, ça c'était pour faire verser une larme à tous les anciens, et derrière, là je pense qu'à Paris ils ont dû avoir peur, là, un B-52. Un B-52 qui a survolé Paris. Et bon, je pense qu'ils se sont demandé si la guerre contre Daesh n'était pas jusqu'à Paris, quoi. Hein. Mais voilà, bon, je plaisante, mais c'est la première fois que je vois un B-52 aussi bas en région parisienne. Et des F-22, j'en avais vu en 2014. À Nellis Air Force Base, mais pas en France. Pas en France, voilà. Et la spécialité nucléaire de Lafayette n'a pas été un peu un obstacle quand même, justement, pour les échanges, pour les relations, pour les échanges? Alors, non, pas à ma connaissance, parce qu'on a toujours fêté les grands anniversaires, et on a eu toujours, pour les grands anniversaires, les hautes autorités américaines se sont déplacées. Et je parlais tout à l'heure du chef d'état-major, je crois que c'est pour le 90e anniversaire ou le 95e. Bon, ça doit être pour le, je sais plus, 90e plutôt qu'il est venu. C'était du temps du général Abrial. Bon, ils étaient tous les deux là. Hein, c'est le général Mosley. Général Mosley, d'ailleurs, son fils est leader des Thunderbirds. Enfin, il était leader des Thunderbirds il y a 2 ans. Il n'y est peut-être plus aujourd'hui. Bon, toujours est-il que c'est le général Mosley qui a dit que le Lafayette, c'était la première unité américaine de l'US Air Force. Bon, et donc, le nucléaire n'a jamais gêné. Parce que, bon, le nucléaire, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très fermé. Quand on fait une fête, on ne le fait pas dans la zone nucléaire. Hein, donc, enfin, dans la zone où on prépare les avions au nucléaire, c'est ce que je veux dire. Donc, on a toujours fait des grandes fêtes, et preuve en est, c'est que le 28 avril dernier, on a fêté les 100 ans de l'entrée en guerre des États-Unis sur la base de Luxeuil, organisée par le commandant de base de Luxeuil. On ne pouvait pas le faire le 6 avril parce qu'il y avait tout ce qui se passait aux États-Unis, plus ce qui se passait à Paris, organisé par l'ambassade. Donc, ça a été décalé au 28, et là, on a invité les familles des premiers pilotes américains. Et donc, la famille Rockwell, notamment, de ce gars qui est tombé à Roederen. Et il y a 2 petites nièces qui sont venues, il y a une petite, 3 petites nièces qui sont venues, il y a de la famille de Lufbery, l'as de l'escadrille. Alors, Lufbery, il faut savoir qu'il est né à Chamalières, hein, ça vous dit quelque chose, hein, bon. Il est né à Chamalières parce que sa mère était française, et son père était américain, et il a choisi la nationalité américaine, et c'est l'as de l'escadrille, 17 victoires. Et donc, il est mort bêtement d'ailleurs dans son avion en feu, il est sauté en 1918, mais donc il y avait des représentants de la famille Lufbery. Voilà. Moi j'ai eu la chance, et ça je le dois à un de mes anciens pour lequel j'ai le plus grand respect, surtout qu'aujourd'hui même il a 91 ans. Donc je me suis permis de lui transmettre mes vœux de bonne et bonne santé pour fêter cet anniversaire. Bon, il n'est pas ici, hein, il est en Charente-Maritime, il est loin. Jean-Louis Richard, c'est lui qui a initié les relations avec les Américains. Et il était commandant d'escadron dans les années 50-60, hein, donc voilà. Et donc ces relations ont été initiées par lui, et ça a toujours été. Les Américains sont venus. Il y a une des filles Rockwell qui est venue l'année dernière à Marne-la-Coquette. Et cette année, alors pour le 90e, une autre des filles qui était venue à Luxeuil, et là elles sont venues toutes les deux, plus une cousine, pour le 28 avril dernier. Donc, et donc les descendants de la famille Lufbery. On a aussi des contacts avec les descendants de la famille Prince, descendants de la famille Thaw, enfin bref. On garde des contacts, et ça,
quelles que soient les relations de nos deux pays en matière de politique. Voilà. Et côté français, alors il y a aussi un noyau de alors ça, c'est les anciens. Ça, c'est les anciens. J'ai encore l'honneur d'être le président de cette brillante association. L'association, elle a été créée en 1976. Tiens, à ce propos, passe actuellement sur la chaîne Histoire un film qui a été tourné en mars 1976 à Luxeuil-les-Bains, au Decat Lafayette, par Pierre Schondorfer. Ça s'appelle La Sentinelle du matin. Et ça, c'est magnifique. Et je l'ai revu encore il n'y a pas longtemps, et c'est magnifique. Bon, ça montre la vie d'un escadron. C'était en 76, il y a 40 ans, mais on peut le transposer aujourd'hui, parce qu'on y voit vivre les gens dans leur quotidien, pas seulement les pilotes, les mécaniciens, même les secrétaires, enfin tout ça, ça vit là-dedans. Et bon, malheureusement, et le film leur est dédié d'ailleurs, il y a eu 2 pilotes du 1-4 qui se sont tués pendant le tournage de ce film. Et d'ailleurs, l'équipe, je l'ai appris il n'y a pas longtemps ça, hein, l'équipe de Pierre Schondorfer, après la mort il s'agit de Pierre Gravel et Yves Baudouin, qui se sont tués le 18 mars 1976. Quand, après leur mort, là, Schondorfer voulait arrêter. Et puis c'est l'escadron qui a dit non, on continue maintenant. En pensant à eux, on continue. Et donc ils ont terminé le film. Tournage ou c'était alors, c'est dans oui, je crois que c'était dans le cadre du tournage, parce que la mission qu'ils avaient faite, ils se sont tués du côté de La Marche. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un itinéraire basse altitude qui part du côté de, un peu à l'est de Chaumont, là, un bled qui s'appelle La Marche. C'était le début de la R45, et ils se sont tués en patrouille serrée. Donc, à mon avis, c'était des images qui étaient faites pour le film. Parce que ce type de mission-là, on le faisait qu'à un avion, jamais à 2. Là, on l'a fait, donc il y avait certainement des caméras montées sur les avions. Mais je n'ai pas les détails, mais certainement c'était ça. Et donc, ils voulaient arrêter tout. Hein, et puis, c'est l'escadron. Alors, pour en revenir à cette association, donc elle a été créée en 1976, à cette période-là, et du temps du commandant d'escadron précédent, qui était Frédéric Belay, dit Crin Blanc. Et alors, Frédéric Belay, c'est un mec qui a commencé sa carrière sur P-47 quand même, hein. Et donc il a terminé sur Mirage 3E, c'est quand même extraordinaire. Et donc et il a été d'ailleurs le pilote spare quand l'arme nucléaire tactique a été tirée par le colonel Coppel en août 1973 dans le Pacifique. Et donc Belay, il a reçu une délégation d'anciens qui avaient fait la guerre. De Prémorel, de Lachenal, célèbre de Lachenal quand même, Guillaume, enfin ça c'est moins célèbre, et donc tous ces gens-là qui s'étaient sortis sans éclaboussure de la guerre avaient demandé à visiter l'escadron. Ils avaient visité l'escadron, et d'ailleurs le père Guillaume, il y avait son fils qui était jeune pilote à l'escadron. Et donc Gisclon, il était. Gisclon, je ne sais plus s'il était dans le coup pour cette première visite. J'ai la liste des gens, hein, si ça vous intéresse. Parce que c'était un ancien. C'était un ancien qui avait fait la guerre aussi. Mais je crois qu'il n'était pas dans le premier coup. Bon, enfin, bref, c'est marrant parce que j'ai un de ses fils qui m'a appelé tout à l'heure. Et donc, parce que Gisclon, c'est un de mes parrains sur une autre association. Et donc, ces vieux arrivent là, enfin ces anciens, pardon, ils arrivent à l'escadron en 76, ils voient le commandant Belay, qui les reçoit bien sûr comme de tradition, il faut le faire. Et puis le patron du détachement, qui était le général qui était de Prémorel, je crois. Non, de l'Espinay. Et de l'Espinay dit à Belay, il faut créer une association. Ça nous permettra d'échanger avec les jeunes, de continuer à vivre ce qu'on a vécu et voir vous ce que vous vivez, etc. Et c'est Jean-Pierre Gillet qui a déposé les statuts, qu'il était second d'escadron, donc il avait moins de travail, Belay lui avait dû passer le saucisson, et donc il avait déposé les statuts, et donc quand il a pris l'escadron en 76, les statuts étaient déposés. Et ces statuts, il faut savoir que Gillet, c'est mon prédécesseur à la présidence de l'association. Et qu'il y est resté longtemps. Et il y est resté 14 ans. Il a fait 2 mandats de 7 ans, lui. Il m'a passé le témoin en octobre 2007. Bon, malheureusement, il est décédé en décembre 2012. Et il m'a passé le témoin en octobre 2007. Et moi, je passe le témoin en octobre 2017. Je serai resté 10 ans à la tête de cette association. Mais c'est dans mon bureau actuel, j'ai un armurier
parce que je voulais absolument qu'il y ait un sous-officier. J'ai bien sûr un trésorier qui est dans le film d'ailleurs, il passe son BCP dans le film de Schoendorfer. Louvigné qui était aussi à la même époque que moi. Alors Louvigné, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais Louvigné, il arrivait à Luxeuil, il était ancien moniteur, donc il avait déjà une expérience aéronautique, il était sous-chef moniteur. Moi, il fallait que je fasse des heures de nuit, donc il fallait que je les fasse en Fouga, mais pour que ça dure plus longtemps, il fallait un expérimenté, donc il me mettait Louvigné derrière, et c'est comme ça que j'ai appris à chanter les Trois Orfèvres, bon, en vol. Ouais. Et donc il y avait Louvigné qui fait partie de l'association, De Saxé qui fait partie de l'association, ça c'est des gens de ma génération. Et là je passe le témoin à un officier général qui est en activité encore, qui vient de prendre ses étoiles, qui a commandé le Lafayette. Donc voilà, donc pour dire qui est Éric Charpentier, et qui a commandé Orange et qui est actuellement le patron de la brigade chasse. Et donc il a accepté en 2000. Moi je voulais passer le témoin après le centenaire. J'ai dit je suis assez usé, et puis il y en a une qui râle à la maison. J'ai dit faut lever le pied, d'autant plus que j'ai accepté le mémorial des aviateurs qui me prend du temps. Donc je voulais lever le pied, quoi. J'avais dit je vais jusqu'au centenaire parce que je veux pas non plus lui faire un mauvais coup. Je couvre le centenaire et après je passe la main. Et j'avais trouvé personne. Dans les officiers généraux qui venaient de quitter l'armée de l'air, et j'en ai demandé un paquet, hein, dont des gens qui ont terminé avec beaucoup plus d'étoiles que moi et qui ont commandé le Lafayette. Tous, ils ont réfléchi un certain temps, ils m'ont dit non, on peut pas, non, on peut pas, non, on peut pas. Et le seul qui m'a dit oui, en 2016, il m'a dit oui, ils vont d'accord, mais reste un an parce qu'il faut que je vois un petit peu la charge de ça représente. Et puis moi, je viens de prendre mes fonctions de patron de la brigade chasse, donc bon voilà. Mais il y a d'autres généraux en activité, je pense par exemple au président de l'amicale de la 7e escadre de chasse, c'est un général en activité. Donc bon, il est de l'autre côté de l'Atlantique, mais il est président. Donc pour dire qu'un officier général en activité peut accepter la présidence. Voilà, et donc ça sera le cas, je passe mon témoin au bout de 10 ans, et comme ça je suis sûr déjà que la relève est assurée. Voilà. Bien, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Oui, on va peut-être s'arrêter là. Ouais. En conclusion, alors peut-être pour rester un petit peu dans le Lafayette, alors, ouais. Est-ce que on sent une petite nostalgie de cette unité? Est-ce que vous considérez finalement que votre carrière militaire, vous l'avez faite dans la bonne période? Ou est-ce que vous auriez peut-être préféré une autre période, comme peut-être celle du Lafayette? Alors, peut-être... Alors, est-ce que pas de regret, Alors moi j'ai pas de regret. Si, j'ai quelques petits regrets, mais c'est par exemple de ne pas avoir fait de F100, pas avoir volé sur F100, pas avoir volé sur Mirage 4. Mais la carrière, je veux dire, j'ai eu beaucoup de chance. Pas de faire non. J'ai vécu de la guerre de 14 par exemple. Alors, j'ai volé sur des avions comme ça, donc, mais moi je suis fêlé, donc je vole sur des avions de collection encore aujourd'hui, donc je regrette pas. Il y a des périodes qu'on peut regretter de ne pas avoir vécues. La période de la Première Guerre mondiale, le seul truc que je pourrais regretter de ne pas avoir été un Guynemer, c'est que j'aurais pas pu me soulever la maîtresse de Sacha Guitry, par exemple. Parce qu'il faut savoir que les pilotes de la Première Guerre, ils avaient la même notoriété que nos spationautes aujourd'hui. Hein. Ah oui. Le pilote de chasse aujourd'hui, bon, ouais, si, la patrouille de France, parce qu'on les voit. Ceux-là, effectivement, ils ont beaucoup de succès auprès de la gente féminine. Mais le pilote de chasse en unité, d'abord, même la patrouille de France, dans leur métier de communication, qui est un métier important, il se trouve qu'on voulait que je m'y envoyais à la patrouille de France, mais je ne voulais pas, ça je l'ai dit, mais il se trouve qu'à la fin de ma carrière, je l'avais un petit peu sous ma responsabilité, et c'est vrai que cette unité-là, elle a une mission, en dehors de la mission en vol, elle a une mission au sol très importante, elle doit pour recruter, et c'est l'image qu'elle donne, et quand un pilote de la patrouille de France est interrogé, quel qu'il soit, il ne dit pas je suis un tel, il dit je suis un équipé de la patrouille de France. La belle image, c'est la patrouille de France, c'est pas le pilote. Donc pour dire que ce vecteur de notoriété, c'est un ensemble. Donc là, effectivement, on le voit, mais le pilote qui est en unité de combat, d'abord en plus avec des risques encourus, vous imaginez en plus qu'on ne va pas dire... Il y a des choses qui m'avaient choqué pendant la guerre du Golfe. C'est qu'on voyait sur le petit écran, et c'est arrivé il n'y a encore pas si longtemps pour d'autres opérations en Afghanistan, on voyait sur le petit écran la tête d'un pilote de combat qui venait de faire une mission de guerre. C'est pas bon. C'est pas bon parce que
c'est pas seulement lui qui risque quelque chose là, c'est sa famille. Donc moi je trouvais pas normal qu'on fasse ça. Et donc maintenant ça s'est été pris en compte. Il y a quand les visages sont floutés, les noms sont masqués. Voilà. Donc ça c'est très bien. Il faut parce qu'autrement c'est un métier quand même. Moi vous savez quand j'ai fait la fameuse mission du 7 janvier 87 là, le lendemain dans la presse libyenne là, j'avais ma paire de joyeuses qui était mise à prix quand même. Hein. Faut le savoir. Ça aurait été dommage quoi. Hein. Mais vous d'ailleurs, vous êtes un peu un cas d'espèce quand même d'une certaine manière, parce que vous avez commencé, vous nous l'avez dit, quasiment comme deuxième classe. Ah, pas quasiment, comme deuxième classe. Comme deuxième classe, pour finir avec les étoiles. Ah, ouais, donc ça c'est quand même quelque chose d'admirable. Est-ce que... Qu'est-ce que vous tirez de ça Moi j'en suis très fier d'abord. J'ai malheureusement pas pu le montrer à ma mère qui est partie trop tôt, mais j'aurais tellement été fier qu'elle le voie. Mon père l'a vu bien sûr, mais ma mère l'a pas su que j'avais terminé cette carrière aussi brillamment. Mais je veux dire, je suis fier bien sûr, ça serait faire de la fausse modestie de ne pas l'avouer, mais bon, c'est le résultat évidemment d'un travail. Au départ c'est de la chance, j'allais dire la santé que j'ai. Ça c'est merci papa, merci maman. Après il y a du travail bien évidemment, mais il y a aussi de la chance parce que commencer deuxième classe et terminer général, il faut pas avoir trop d'anicroche, il faut pas en avoir du tout d'ailleurs. Vous savez, j'ai coutume de comparer la carrière d'un officier rentré directement à l'école de l'air et d'un officier comme moi. Les coefficients directeurs de la pente de croissance de grade, elle n'est pas la même au départ évidemment, mais il y a des paliers à chaque changement de grade, et puis il y a des paliers à chaque pépin de la vie, pépin de la carrière. Et j'ai des camarades qui ont fait l'école de l'air qui ne sont pas généraux. Voilà. Donc, bien sûr, on n'est pas nombreux dans ma catégorie à être généraux. Il y en a quelques. Il y a même, on a eu même 3 étoiles assez récemment, dont un qui est resté en activité 2 ans. Donc pour dire que c'est 2 exceptions, hein, c'est des mecs qui sont super bons quoi, hein. Mais je veux dire que c'est vrai que moi j'ai eu de la chance. Et les commandements, parce que il y a 2 concours internes hein, dans une carrière d'officier. Il y a le premier pour passer commandant, et puis il y a le deuxième pour passer colonel, et puis les étoiles. Donc c'est le deuxième qui est bien sûr le plus sévère. Le premier, on va dire qu'il y a 98% de chances de le réussir. Mais le deuxième, c'est beaucoup plus restreint. Le nombre de chances, on va dire que c'est 1 sur 4 pour les PN, quoi. Donc, voilà, donc il faut réussir le concours. C'est un concours. Donc, il y a un écrit et un oral. Hein. C'est un concours. Alors, je ne vais pas comparer avec un concours de l'éducation nationale, mais c'est un concours. Il faut le réussir. Moi, j'ai eu la chance de le réussir du premier coup, en plus. Donc voilà, quoi. Hein, mais il faut déjà arriver au concours aussi. Il faut y arriver. Ouais. Parce que c'est comme en fac, les premières années, souvent, sont très éliminatoires. Il y a d'abord la progression professionnelle. La progression professionnelle, il y a 4 niveaux de qualification, hein, pilote à l'instruction, pilote opérationnel, sous-chef de patrouille, chef de patrouille. Et pour pouvoir avancer dans la carrière militaire en termes de grade, il faut avoir un indice en 8, c'est-à-dire le chef de patrouille. Autrement, ça freine. Bon, donc voilà, ça c'est le premier truc. Donc, il faut réussir la qualification suprême. Alors, il faut savoir qu'en gros, la formation, c'est à la louche. Hein. Ça durait 7 ans et on reste opérationnel 8 ans. Donc, c'est un pilote de combat, c'est cher. On a coutume de dire que c'est plus cher qu'un avion, parce que il est opérationnel que pendant 8 ans. Enfin, il y a la partie de pilote opérationnel, mais au top niveau de la qualification, c'est 8 ans. Hein. Donc, voilà, après, il va en état-major. Bon, mais en tout cas, il faut d'abord arriver à la qualification suprême, et puis prendre les postes de commandement. Commandant d'escadrille, commandant d'escadron. Maintenant, on est revenu aussi au commandant d'escadre, qui avait été supprimé pendant un temps. Moi, j'ai fait commandant d'escadre. Donc voilà, ça, c'est les 3 postes opérationnels dans la carrière. Il faut réussir, bien sûr, son commandement. Le gars qui est très bon pilote, mais qui commande mal son escadron, et j'ai un de mes camarades qui ça a été le cas, un patron du Lafayette d'ailleurs, ou qui, lors d'une montée en puissance nucléaire, pendant un exercice, une montée en puissance, il y a eu un gros pépin dans cette montée en puissance, il n'a pas rempli le contrat. Eh bien, le chef d'état-major de l'armée de l'air, il lui avait dit « Vous ne serez jamais général ».
pour dire quand même, hein. Donc pour dire que dans la carrière, il peut y avoir des pépins. Donc moi j'ai eu la chance de bien réussir mes commandements, et puis voilà, et puis après, le commandant de base, j'ai sauté cette étape, ça c'est un de mes grands regrets. Je devais en commander une, et puis bon, j'ai été pris dans la communication des armées, et ça s'est pas très bien passé, on va dire. Bon, donc, et j'ai pas commandé de base, c'est un de mes grands regrets. Et surtout que le chef de l'armée de l'air de l'époque m'avait donné la base que j'avais demandé. J'ai un enfant handicapé, donc je voulais rester sur Paris, étant moi-même parisien. Ayant grandi dans la banlieue parisienne, du côté de Taverny, j'avais demandé la base de Taverny, parce qu'une des missions du commandant de base, ça se tourne vers l'extérieur. Donc tous les maires du coin, il doit avoir de bonnes relations avec eux. Et moi j'avais joué au billes avec eux, Taverny. Donc voilà. Donc pour dire que ça c'est frustrant dans la carrière d'un officier. Pour moi ça a été frustrant. Parce que j'ai été mis second en revenant du Qatar où j'ai été attaché de défense. Ça c'est encore une partie de ma vie qui est extraordinaire. J'ai eu d'abord la chance d'aller là-bas et puis de vivre, ça c'est pas donné à tous les attachés de défense, de vivre un coup d'État. Et donc, alors j'ai laissé une partie de la santé, mais j'ai passé des années extraordinaires. Même James Bond c'est un gamin quoi, parce que ce que j'ai vécu là-bas c'est extraordinaire. Et j'ai fait quelque chose qui m'a... Un attaché de défense, il a 3 missions. Représentation des autorités militaires du pays duquel il est originaire dans le pays où il est affecté, renseignement bien évidemment, et promotion de l'armement. Ça, c'est aider les industriels à vendre. Au Qatar, normalement, ça aurait dû être cette mission qui était la meilleure. Mais du fait du coup d'État, ça a tout chamboulé. Et il y a une 4e mission pour laquelle je n'étais pas du tout préparé, mais à laquelle j'ai participé directement, c'est la politique. Je parle de la vraie politique, je ne parle pas de la politique qu'on peut vivre actuellement dans les médias. Là, hein. Je parle de la vraie politique. La politique de la France vis-à-vis du Qatar, comme dans tous les autres pays d'ailleurs, elle est menée à l'ambassade de France dans le pays en question. Et donc j'ai travaillé directement après le coup d'État avec l'ambassadeur et le premier secrétaire. Donc j'ai fait de la politique. Et ça m'a plu, passionné. Mais je n'étais pas présenté sur la liste de... Donc Emmanuel Macron m'a grillé la politesse. Voilà. Très bien. Bon, bah, on va arrêter là. Si vous voulez, je pense qu'on a... Ouais. On pourrait évidemment parler. Ouais, on pourrait parler. Ah, mais moi, ouais, mais non, mais moi, j'ai le temps, là, encore. Oui, oui. Bon, bah écoutez, non, en tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir reçu et puis de m'avoir confié tous ces... Avec plaisir. Tous ces secrets, petits et grands, et qui je on pense... peut parler du Qatar, si vous voulez, après. On peut parler du Qatar, mais je plaisante. C'est vrai que c'est... Ah, mais c'est extrêmement, en plus, extrêmement intéressant. Oui, oui. Extrêmement intéressant, enfin, ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un petit peu hors sujet. Non, c'est hors sujet, c'est hors sujet. D'accord, en tout cas, merci encore, et puis de rien. Bonne continuation, plaisir. Et puis longue vie à vous, bien sûr, et puis au Lafayette. Et au Lafayette. Et à la chasse, bordel. Eh oui.